Salut tout le monde, c'est Philippe et merci de me retrouver sur ma chaîne pour ce nouvel épisode dédié à KOS, un mode pour le jeu Kerbal Space Program. Cette vidéo est la deuxième partie concernant les fenêtres graphiques. Lors de la première partie, je vous avais expliqué comment créer une fenêtre graphique et je vous avais expliqué la structure générale. Aujourd'hui, on va voir un peu plus en détail les différentes possibilités que je vous ai remises ici. On va les faire dans l'ordre, donc on va d'abord regarder les boutons radio, puis les scrollbox, les pop-up, les sliders et enfin les text fields. Donc je vais couper ça et c'est parti pour les boutons radio. Première étape, toujours la même, je crée ma fenêtre principale. Je lui attribue une largeur, ici 300 pixels de largeur. Ensuite, je définis un booléen qui va me permettre de garder la fenêtre ouverte ou de la fermer lorsque je vais appuyer sur le bouton Close. Alors, ça se passera au niveau de mon programme principal. Dans mon programme principal, en fait, j'ai l'ouverture de mes différentes fenêtres. Et du coup, c'est ici que je décide de la fermeture des fenêtres. Ensuite, je définis la position de ma boîte. Je vous rappelle que la position est définie par rapport au haut à gauche de votre écran. Donc quand j'écris 50-80, c'est-à-dire 50 pixels par rapport à la gauche de mon écran et 80 pixels par rapport au haut de l'écran. Donc ça positionne ma boîte ici, hein, c'est le coin en haut à gauche de la boîte qui est positionné. Et je mets un titre. Donc ce titre, c'est du texte, c'est pour ça que j'ai ajouté un A de label. Et par rapport à la dernière vidéo, je précise un petit peu, c'est-à-dire que j'ai mis ici des balises. C'est comme des balises HTML qui vous permettent en fait de mettre en gras, de mettre en italique votre texte. Donc ça permet d'avoir un petit peu de variété, on va dire, dans l'écriture de vos textes. Je peux centrer mon texte, ça vous le saviez déjà, et quelque chose de nouveau, c'est que je peux changer la fonte de mon texte et je peux choisir parmi toutes les fontes disponibles avec KOS et j'ai accès aux fontes disponibles en utilisant list fonts dans le terminal. Voilà donc la liste des fontes disponibles. Il y en a quelques-unes, des fontes assez courantes. Donc si vous voulez changer la fonte de votre texte, vous pouvez choisir parmi celles-ci. J'écris un autre texte ici qui est contenu dans la même fenêtre que mon texte précédent. Cette fenêtre principale, je vous rappelle que elle est toujours définie verticalement. Donc puisque mes deux textes appartiennent à la même fenêtre verticale, alors ils vont être placés l'un en dessous de l'autre. Et ensuite, je vais créer une boîte, elle aussi contenue dans la fenêtre principale, donc ça veut dire que la boîte va être positionnée en dessous du texte précédent. C'est une boîte verticale, et à l'intérieur de cette boîte verticale, je place tous les boutons radio. C'est très important que les boutons radio soient insérés dans une même boîte, puisque en fait ici, le principe des boutons radio, c'est que vous ne pouvez faire qu'un seul choix à la fois. Et donc, il faut que ces boutons-là soient dans une même boîte pour qu'ils puissent en fait interagir entre eux. Si vous créez deux boîtes verticales avec deux séries de boutons, chaque série de boutons va interagir séparément. Pour illustrer mon exemple, j'ai changé un peu mon code. J'ai donc créé une boîte horizontale qui va contenir deux boîtes verticales. Ces deux boîtes verticales, je les ai définies avec box pour bien qu'on les voit ici au niveau du jeu. Donc vous avez une grande boîte horizontale qui contient ces deux boîtes verticales. La boîte horizontale fait que les deux boîtes verticales sont côte à côte. Ensuite, comme les deux boîtes sont verticales, les boutons vont être placés l'un en dessous de l'autre. Donc ce que je vous disais, c'est que je peux choisir un bouton sur la première boîte et un bouton sur la deuxième boîte, et les deux boutons vont rester allumés. Par contre, à chaque fois que je change de bouton dans une des boîtes, ça va interagir avec la boîte en question. C'est pour ça que c'est important que chacun de vos boutons soit bien associé à une boîte précise. Ensuite, comment ça marche ces boutons radio pour les définir? Il suffit de définir à chaque fois un texte et de mettre true ou false.
Ça veut simplement dire que si c'est true, le bouton va commencer à allumer, et si vous avez false, le bouton va commencer éteint. Vous ne pouvez pas avoir tous les boutons à true, alors je vous avoue que j'ai pas essayé. Si vous les mettez tous à true, en fait c'est le dernier bouton qui va, ça va être le dernier à être défini sur true, donc tous les autres vont être ensuite automatiquement mis sur false. Voilà, donc à chaque fois un texte et puis une condition de départ. Ensuite, ce que vous aimeriez sans doute faire, c'est effectuer une action lorsque vous cliquez sur un bouton. Alors ici, je l'avais mis en commentaire, donc je décommente. L'action qu'on va utiliser, c'est celle-ci, on radio change, et vous voyez que cette action-là, elle est définie pour une boîte particulière. C'est-à-dire que là, j'ai deux boîtes avec des boutons, donc ici, je définis l'action à réaliser pour la première boîte et uniquement pour la première boîte. Cette action-là, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, c'est une fonction. Donc soit vous écrivez votre fonction directement dans les accolades comme je l'ai fait ici, soit vous créez une fonction à part pour présenter les choses différemment. Cette fonction-là prend toujours un paramètre. Le paramètre, ça va être justement le bouton sur lequel on va cliquer. Et ce que j'ai décidé de faire au moment où je clique sur un bouton, je décide simplement de changer le texte qui est écrit ici, en dessous du titre. Faisons tout de suite le test. Donc si je clique sur le premier bouton, voilà, il change mon texte qui était sous le titre. Et vous voyez que le B2.text en fait reprend le texte du bouton. Okay, voilà, donc je clique sur le deuxième, je clique sur le quatrième. Par contre, si je clique à côté, vu que je n'ai défini aucune action pour ma deuxième boîte, là, il ne se passe rien. J'ai changé les types de boutons dans ma deuxième colonne. Au lieu de mettre un bouton radio, j'ai mis une checkbox. Alors, regardons tout de suite ce que ça fait. Ça me donne en fait la possibilité, cette fois-ci, de cocher autant de boutons que je veux. Alors, je peux donc choisir plusieurs options. Ensuite, si je veux appliquer une option à tel ou tel bouton, vous pouvez par exemple commencer par un if et choisir pressed. Donc en gros, vous testez est-ce que le bouton il est allumé ou non. Voilà, vous savez tout sur les différents types de boutons. Vous avez donc les boutons radio qui permettent de faire un choix unique, ces checkbox qui permettent de faire des choix multiples, et évidemment les boutons classiques qui vous permettent ensuite de faire une action particulière, démarrer un programme, fermer une fenêtre, etc. Libre à vous maintenant de faire vos programmes et d'utiliser comme vous le souhaitez tous ces boutons. Les scrollbox vous permettent d'afficher quelque chose de grand. Donc là, moi j'ai mis que du texte, mais rien ne vous empêche de mettre des boîtes plus complexes. Et ensuite d'avoir un ascenseur qui vous permet d'afficher donc l'ensemble de la fenêtre. Donc l'intérêt des scrollbox, c'est d'éviter d'avoir une grande fenêtre qui vous couvre tout votre écran. Donc vous avez une fenêtre plus petite avec la possibilité ici de faire défiler le contenu de votre boîte. Comment ça marche? Vous remarquez ici que j'ai changé un tout petit peu la définition de ma fenêtre principale puisque j'ai mis cette fois-ci deux valeurs. La première valeur est obligatoire, ça correspond à la largeur en pixels de la fenêtre. La deuxième valeur est facultative et elle correspond à la hauteur. Ici j'ai fixé la hauteur justement pour l'intérêt de l'utilisation de ma scrollbox. Bon, j'ai toujours le même principe pour fermer la fenêtre. Ensuite, je définis le titre de ma scrollbox. Donc là, vous voyez que j'ai simplement tout mis en gras grâce aux balises ici. J'ai centré mon texte, j'ai changé la fonte, j'ai changé la taille de la fonte. Et ici, j'ai changé la couleur de mon texte. Donc pour changer la couleur de votre texte, il faut appliquer un style, text color, et ensuite vous pouvez appliquer RGB, c'est-à-dire c'est pour rouge, vert et bleu. Vous mettez ensuite des valeurs soit entre 0 et 255, soit entre 0 ou 1.
Donc là, j'ai défini une couleur un peu au hasard, ça me donne ce type-là de couleur, là, un truc un peu rose. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez du coup accéder à toutes les couleurs que vous voulez grâce à ça. Je définis la position de ma boîte, maintenant vous savez bien comment ça marche. Ici, je crée enfin ma scrollbox, donc simplement avec add scrollbox. Il n'y a pas d'argument. La ligne numéro 15 est un peu particulière. En fait, ça signifie donc V always. D'accord, en fait c'est en deux mots. Et ça veut dire que vous demandez d'afficher constamment cette barre verticale, cet ascenseur vertical. Vous avez la même chose avec H always qui vous permet d'afficher constamment l'ascenseur horizontal. Donc ici, moi ce qui m'intéresse c'est uniquement le vertical. Je définis des marges à gauche et à droite. Ensuite, vous avez le texte. Donc là, c'est vraiment un texte, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein, donc vous écrivez ce que vous voulez dans votre texte. Ce texte-là, il va être contenu dans ma boîte qui, justement, est la fameuse scrollbox. Je définis la couleur de mon texte. Et là, vous voyez que j'ai défini un padding vertical. Donc le padding vertical, en fait, ça modifie à la fois le haut et le bas. Le padding définit en fait l'écart entre un widget et ce qu'il contient. Et les marges définissent les écarts entre un widget et tous les widgets qu'il y a autour. Si j'enlève ça et que je relance le programme, vous allez voir la différence nette. Voilà ce qui se passe si j'enlève le padding. Okay, vous voyez, vous avez ce grand espace qui est là. Je ne sais pas pourquoi cet espace est créé. Vous avez le même en dessous. Donc l'intérêt de mettre un padding à moins 40, c'est que je retire cet espace. Et je pourrais définir le padding top ou bottom. Et l'avantage de mettre un V, c'est qu'il définit les deux simultanément. C'est quand même beaucoup plus joli comme ça, sans espace en haut et sans espace en bas. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur les scrollbox. Honnêtement, moi je m'en sers pas particulièrement, je m'en sers même pas du tout. Mais là encore, peut-être que vous avez des idées pour vous en servir. Je pense que le véritable intérêt, c'est d'éviter d'avoir des fenêtres trop hautes ou trop larges. Les fenêtres pop-up, qui sont des menus déroulants. Comment ça fonctionne? Alors, la création de la fenêtre, elle est classique, donc là, je reviens pas dessus. Je crée donc une pop-up en ajoutant cette option-là, Add Pop-up Menu. Et en fait, je vais remplir mon menu avec une liste. Ici, j'ai repris l'exemple qui est dans la documentation de KOS, c'est-à-dire que je vais prendre tous les corps célestes du jeu et je vais mettre la liste de ces corps célestes disponibles dans mon menu avec tout simplement Add Option. Et ce option suffixe, il est défini de base avec toString, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, de toute façon, votre liste, ce sera une liste de caractères. Ce sera que une liste de chaînes de caractères. Donc, même si vous mettez une liste de nombres, ces nombres seront convertis en chaînes de caractères par ce adoption. Moi, ce que je veux par rapport à ma liste de planètes ici, c'est le nom. Donc, en fait, j'ai ajouté le suffixe name. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, là, quand vous listez vos bodies, vous allez avoir body sun. Vous allez avoir body Kerbin, etc., etc. Si vous ajoutez le suffixe name, il vous met directement Kerbin. D'accord? Et c'est ça, moi, que je veux qu'il affiche, c'est justement juste Kerbin, sun, moon, etc., etc. Donc c'est pour ça que j'ajoute ce suffixe name, c'est-à-dire qu'il prend en option, il ajoute ça, name. C'est pour cela que ici, vous avez ces trucs-là. Vous avez les noms des objets. Si je change ici et que j'écris par exemple radius, ici, vous voyez apparaître maintenant les rayons de chacun
des corps célestes. Alors là, c'est illisible parce que évidemment, il n'y a que les rayons et on ne sait pas à quel corps ça correspond. On peut voir ici 600 000 correspond à Kerbin. On voit qu'il y a un autre corps céleste qui a un rayon de 600 000. Je vous laisse deviner lequel. De base, votre pop-up va afficher le premier élément. Donc normalement, le premier élément, c'est Sun qui devrait apparaître. Cela dit, ici, il m'affiche Kerbin. Pourquoi est-ce qu'il m'affiche Kerbin? Parce que je lui ai demandé. Comment je lui demande ça? Ici, My Pop-up Options, avec un S, correspond en fait à une liste qui contient toutes les valeurs contenues dans le menu. Donc ce que je fais ici, c'est que je parcours la liste. Ensuite, comme ce truc-là, c'est une liste, je vais pouvoir gérer l'index de l'élément. Si ça commence à 0, hein, le premier élément a pour indice 0, le deuxième 1, 2, 3, etc. Donc ce que je fais, c'est que je vais parcourir donc, les éléments de cette liste et je vais vérifier si le nom de l'élément est égal au nom du corps céleste sur lequel se trouve mon vaisseau. Si c'est pas le cas, je vais augmenter l'index de 1, et si c'est le cas, j'arrête ma boucle. Quand j'augmente ici l'index de 1 et que je fais set my popup, etc., ça change automatiquement la valeur ici de ma liste. Par exemple, 0, 1, 2, 3, 4, voilà, par exemple, Moho correspond à l'index 4. Donc si je mets ici à la fin de ma boucle set my popup index, voilà, to 4, vous voyez ici que du coup il m'affiche Moho qui correspond donc au cinquième élément de la liste, celui qui a un indice égal à 4. Je ne peux pas en une vidéo vous donner tous les détails de ce qu'il est possible de faire, mais surtout n'hésitez pas à jeter un œil au site de KOS. Là vous avez toute la documentation et vous pouvez voir notamment toutes les options possibles pour chaque type de fenêtre. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des scrollbox, donc vous avez accès ici à plus de détails sur les scrollbox, sur les menus pop-up, etc. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à jeter un œil et voir tout ce qu'il est possible de faire avec ces différentes fenêtres. Au niveau des sliders, toujours la même chose, je crée ma fenêtre, je crée mon titre, je mets en forme mon titre et j'ajoute une boîte horizontale et j'ajoute ici mon slider horizontal. Donc c'est celui-ci. Donc ce slider là on peut le déplacer et ensuite on peut récupérer la valeur qui correspond à ce slider pour en faire ce que vous voulez. Donc là par exemple j'ai tout simplement décidé d'écrire un texte. Vous décidez de la largeur de votre slider, et ce qui est le plus important, c'est de décider quelle est la valeur minimale, c'est-à-dire lorsque votre slide est le plus à gauche, et quelle est la valeur maximale lorsque le slide est le plus à droite. Donc là, moi j'ai défini simplement entre 0 et 100. Et ensuite, vous avez cette commande onChange, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on change la valeur du sliders. Donc ici, j'ai décidé de créer ma fonction de cette façon-là. C'est-à-dire que je mets le nom de la fonction, et c'est important de mettre le arrobas derrière. Et ensuite, ma fonction, je la définis ici. Alors, elle prend toujours un paramètre. Ce paramètre, c'est justement la valeur de mon slide ici. Et ce que je fais, c'est que quand je change ce paramètre-là, je change le texte. Alors, le texte qui a été défini juste au-dessus. Alors, pour vous montrer ce qui se passe réellement, je vais mettre ça comme ça, c'est-à-dire que je vais enlever l'arrondi. Au départ, j'ai 0% d'affiché parce que c'est comme ça qu'a été défini mon texte. Et quand je déplace le slide, voilà ce qui se passe. Je vous avais expliqué dans la première vidéo que les sliders étaient pas très pratiques parce qu'en fait, les sliders n'utilisent pas les nombres entiers.
ça utilise les nombres réels. Donc, en fait, il est impossible de placer un slider exactement là où vous voulez, à moins de le placer tout à gauche ou tout à droite. Sinon, vous ne pouvez pas tomber sur une valeur exacte. Donc même avec l'arrondi que je faisais tout à l'heure, l'arrondi vous donne justement la valeur approchée. Vous avez l'impression que c'est un entier, que c'est une valeur exacte, mais en fait pas du tout. Bon, vous avez un slider horizontal, vous en avez un autre vertical. C'est la même idée, c'est juste la présentation qui change. Je termine avec les text fields qui permettent d'insérer une zone de texte qui va être complétée directement au clavier par l'utilisateur. La création de cette fenêtre est identique à toutes les autres fenêtres. Donc ici, j'ai créé une boîte verticale qui va contenir mon texte avec ma question et surtout qui contient ma zone de texte à compléter. J'ai changé arbitrairement la hauteur et la marge de gauche. Et le plus important, c'est ça. Vous pouvez ajouter ce qu'ils appellent un tooltip qui correspond à la petite indication qui est écrite là à l'intérieur. Donc ça peut être utile pour préciser ce que vous attendez un nombre, une chaîne de caractères, etc. Et le onConfirm, c'est une action qui va être réalisée quand l'utilisateur va appuyer sur la touche Entrée. Par exemple là, si je réponds à la question et que j'appuie sur Entrée, voilà ce qui se passe. Alors, je ne sais pas pourquoi il me l'affiche en double, mais bon, voilà. C'est-à-dire que j'avais ajouté le wait 0,5 pour que l'action d'appuyer sur la touche Entrée ne soit prise en compte qu'une seule fois, mais visiblement ça ne marche pas, il me l'affiche en double. C'est pas très grave. Personnellement, je n'utilise jamais ce onConfirm. C'est-à-dire que dans mes codes, j'ai beau appuyer sur Entrée, il se passe rien, pour la simple et bonne raison que moi je préfère valider avec un bouton. Donc voilà, donc vous validez avec un bouton et vous récupérez la valeur. Alors vous pouvez toujours récupérer la valeur de votre text field, parce que un text field, en fait, c'est c'est comme un label. C'est un label particulier puisque c'est pas un label fixe, c'est un label qui est écrit par l'utilisateur, mais du coup, vous avez accès à la valeur actuelle en écrivant ici texte. Voilà. Donc c'est comme ça en fait que moi je récupère les valeurs. Quand j'appuie sur un bouton, je valide mon action et je récupère à ce moment-là la valeur affichée dans la zone de texte. Voilà. À part ça, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ces text fields. Moi je les trouve très pratiques puisque je peux justement insérer l'apoapsis que je veux, insérer en fait toutes les données orbitales que je souhaite et je peux écrire les valeurs exactes et je peux facilement récupérer mes valeurs. Il faut juste penser que je vais obtenir une chaîne de caractères et que cette chaîne de caractères, il faut que je la transforme en nombre si je veux pouvoir l'utiliser ensuite comme une apoapsis ou comme une inclinaison, ce genre de choses. Pour conclure, je vous montre une fenêtre que je me suis créée qui me donne en fait accès à tous les fichiers que j'ai dans mon dossier script. Ça commence à être le bazar, il y a plein de choses dans mon dossier script. Et en fait, mon fichier boot va automatiquement lancer cette fenêtre. Et ensuite, je vais utiliser cette fenêtre pour sélectionner les fichiers que je veux copier à l'intérieur de mon craft en fonction de la mission que je veux réaliser et en fonction de mes besoins. Donc, ça fait appel à plusieurs choses, hein. Donc j'ai ici du texte, j'ai ici un menu déroulant, j'ai des boutons pour faire des choix, et j'ai ici des boutons pour annuler mon programme. Alors, par exemple, vous voyez, je peux changer ici. Donc ici, ce sont les dossiers, c'est les différents dossiers que j'ai. Et ensuite, il m'affiche, une fois que je choisis un dossier, la fenêtre ici m'affiche les fichiers disponibles. Voilà, donc par exemple, je vais sélectionner ces deux-là et je vais les copier. Hop.
Donc là, il fait l'action de copy path de l'archive vers mon vaisseau. Il me demande si je veux continuer, alors je vais mettre oui, ce qui me permet ensuite, par exemple, de choisir d'autres choses à faire. Voilà, hop, je copie. Et une fois que j'ai copié tout ce que je voulais, je termine avec non. Et là, vous voyez qu'il me ferme la fenêtre ici, et il me demande si je veux exécuter un fichier parmi ceux que j'ai créés. Donc je vais mettre oui. Et là, il a juste un menu déroulant. Et dans ce menu déroulant, vous avez uniquement les fichiers que j'ai sélectionnés. Par exemple, je sélectionne celui-là, et voilà. Alors, normalement, il m'affiche un truc. Voilà. Au niveau du fichier, il est long, il y a beaucoup de lignes. L'intérêt, c'est que ce fichier-là s'exécute depuis l'archive, donc ça ne prend absolument pas de place à l'intérieur de mon craft. Donc il y a beaucoup de choses. Ce qui est important, ce que j'utilise là en plus des fenêtres, j'utilise un principe tout bête, c'est que KOS, lorsqu'il lit un fichier, il peut vous dire si c'est un fichier ou non. Donc le list files, vous le connaissez, c'est ce qui liste l'ensemble de vos fichiers et dossiers. Et en fait, je vais parcourir tout ce qu'il y a dans ce list files, et en gros, soit c'est un fichier et je l'ajoute dans une liste fichier, soit c'est pas un fichier, et dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre solution, c'est un dossier, puisque dans mon dossier script, je n'ai que des fichiers ou des dossiers. Et donc si c'est pas un fichier, c'est un dossier, et dans ce cas-là, je le mets dans une liste dossier. Et c'est ces deux listes-là, fichiers et dossiers, qui me permet ensuite de régler mon menu déroulant et de régler les fichiers qui apparaissent. J'ai défini la résolution comme ça en 1920 x 1080 qui correspond à la résolution de mon écran, mais ensuite vous pouvez changer. Donc je vous mets ce code-là à l'intérieur de la description, dans la description de la vidéo. Vous pouvez jouer avec, vous pouvez regarder ce qui se passe. Normalement, il y a rien de, il y a aucun code personnel. C'est un code un peu universel, on va dire, si j'ai fait correctement les choses. Donc, vous pouvez vous en servir directement tel quel avec votre propre dossier script. Bon, si jamais vous repérez une erreur, n'hésitez pas à le mettre dans la description de cette vidéo. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, ce qui veut dire que j'ai terminé avec les fenêtres. Je vous ai dit tout ce que je savais. Ensuite, il faut aller voir la documentation de KOS pour fouiller un peu plus dans les détails. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, à la partager, et n'hésitez pas à partager toutes vos idées, toutes les créations que vous avez faites. Voilà, merci d'avoir suivi ces 2 épisodes sur les fenêtres graphiques et à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.